Bonsoir Salahuddin, Bonsoir Mani, ravi de t'accueillir à nouveau je te remercie. pour aborder un sujet qui traite en fait de la question du deuil que les partenaires d'évitant peuvent éventuellement ressentir après la rupture de la relation. Alors avant de commencer et avant que tu puisses commencer à répondre à cette question qui est très importante et qui revient souvent dans les commentaires et dans les questions, je demanderai à tous ceux qui visionnent cette vidéo de appuyer sur la petite cloche, s'abonner, ça nous soutient et ça nous permet de continuer notre travail qui nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et sans transition, tu as toi-même remarqué que cette question revient relativement souvent, c'est-à-dire que la plupart des partenaires d'évitant, après une rupture, sont dans une sorte de questionnement assez constant, c'est-à-dire qu'ils ruminent beaucoup, ils se posent des questions. D'ailleurs, c'est ces gens-là qui, essentiellement, vont regarder les vidéos et essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est une rupture qui ne ressemble pas aux ruptures avec d'autres styles d'attachement. Donc, explique-nous un tout petit peu qu'est-ce que les partenaires d'évitant ressentent après une rupture avec les évitants. C'est souvent, c'est une question importante parce qu'en fait ça, ça s'inscrit souvent dans la continuité d'une relation qui a déjà pas été de tout repos. Parce que souvent le partenaire de l'évitant face justement à certaines choses qu'il ne comprend pas, à certaines mises à distance, à certains comportements, attitudes qui étaient des comportements pouvant être interprétés comme des comportements de rejet, là se retrouve pour le coup mis à l'écart pour de bon. C'est ça. Okay. Donc c'est important de l'entendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'évitant, et c'est le propre, si tu veux, de l'évitant, c'est que l'évitant ne se rend pas compte du dysfonctionnement dans lequel il amène les personnes avec qui il est en relation. Tu parles du dysfonctionnement relationnel, de la relation. relationnel. Donc c'est quelqu'un qui, au demeurant, on l'a déjà dit dans les autres vidéos, on ne va pas le répéter, crée justement les conditions au début pour créer cette relation qui est bonne à la base. La personne se reconnaît puisqu'il y a le dessin projectif, il y a le fait que la personne fait sien le projet de l'autre, oui, qu'il y a quand même ça surjoue, hein, le faux self, ça surjoue, on est là, on est présent, on veut montrer à l'autre que cette relation compte. Et quand, objectivement, des signes précis, des indicateurs précis montrent que la relation est en train de se construire, c'est là que ça se met à distance. C'est ça. Pourquoi c'est important de le comprendre? Pour comprendre l'intensité avec laquelle le deuil peut se vivre, c'est que justement, le partenaire, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça se réussisse, il veut que le projet réussisse. Donc, quand il y a une rupture, si tu veux, c'est pas juste, on perd pas juste la personne, on perd la personne et le projet. Et c'est hyper important de comprendre les deux. C'est intéressant ce que tu dis là. Oui, tout à fait. On va développer cette question. C'est la personne et le projet. Et on pourrait même ajouter si tu veux, des biais cognitifs, c'est qu'il y a une aversion à la perte aussi. On s'investit, on y croit, on se donne à fond. On va même parfois et souvent laisser de côté nos propres besoins pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'autre. Voilà. Donc cette aversion à la perte fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, avec tous les efforts que j'ai faits, c'est pas une relation que je peux lâcher facilement. C'est ça. Il y a une sorte de, tu vois, et puis si la personne de l'autre côté a un style d'attachement anxieux, on est clairement dans l'activation de son système d'attachement. Donc lui, c'est amplifié. Ah, bien sûr, là c'est clairement amplifié, et eux le vivent avec une intensité telle que c'est vécu très très violemment. En fait, certaines études montrent que, par exemple, le fait d'être dans cette rupture peut être aussi violent que le fait d'être justement dans quelque chose de violent physiquement. Tellement c'est perçu comme ça, en fait. C'est perçu comme je suis en train de mourir. Donc, voilà, la rupture avec l'évitant est à ce niveau vraiment très, très compliqué. Donc, parce qu'il y a cet investissement qu'on se donne pour que cette relation fonctionne. Il y a le fait qu'on ne comprend pas toujours tout
on est dans l'interrogation de se dire, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et puis d'un coup, paf, il y a la rupture. Et souvent, et ça c'est quelque chose qui, sûrement que tu vas l'aborder, souvent, ce qui va venir amplifier la violence de cette rupture, c'est le silence dans lequel il va se terrer l'évitant juste après. Oui. Qui va donner très peu de feedback à la personne pour se dire, tiens, c'est à cause de. Il n'y a pas une... Tu vois, il y a voilà, on laisse la personne comme ça. Oui, c'est vrai que l'évitant a une manière de rompre la relation qui est relativement, qui est très particulière. Et justement, bon, le problème, c'est qu'on nage, tu sais, dans toutes les études qu'on trouve dans le monde. Et je voudrais en citer deux petites, si ça ne vous dérange pas, qui va ouvrir la discussion, justement. C'est une étude de 2013. Marshall, Benyanian et Ferenczi, à mon avis, ça doit être... en tout cas, oui, c'est une étude en anglais, 2013. Après une rupture, la croissance personnelle est favorisée chez les personnes à l'attachement plus anxieux via la détresse, la rumination et la tendance au rebond. Les personnes à l'attachement évitant, en minimisant leur détresse, montrent moins de croissance personnelle, suggérant que le ressenti et le traitement conscient de la rupture sont des vecteurs de transformation. En d'autres termes, l'anxieux, quand il est face à une situation qu'il ne comprend pas, ben justement, il va faire beaucoup de recherches, il va essayer d'étudier la question, il va essayer de comprendre, il va faire tout un travail pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et ça va l'obliger quelque part à questionner ses propres mécanismes de fonctionnement, son architecture, ce qui éventuellement ouvre la porte à une éventuelle transformation et une évolution, chose que l'évitant ne fait pas en se dissociant et en coupant complètement de ses émotions. Et justement, est-ce que tu as observé cela aussi, toi? C'est-à-dire que la plupart des gens qui, après une rupture, viennent te consulter sont des anxieux qui se retrouvent dans cette situation? La plupart, oui, clairement. En fait, ce qui est intéressant de noter, et ça c'est important, cette étude, oui. Cette étude, à quoi tu fais référence là, c'est que ce qui pose problème principalement avec la relation avec l'évitant, c'est que chez l'évitant, et ça c'est vraiment un enjeu majeur même dans leur propre évolution personnelle, c'est que dans la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte du dysfonctionnement dans lequel ils sont. C'est ça. Si tu veux, conséquences que ça provoque. Voilà. En fait, si tu veux, ils sont tellement dans le fait d'externaliser la problématique chez l'autre et pas chez eux, que quand ça arrive chez eux, c'est souvent suite à plusieurs ruptures, suite à quand même des similitudes dans les ruptures, suite à un feedback quand même qui est de dire, tiens, voilà... ça se passe mal et c'est souvent comme ça que ça termine. Ils n'arrivent plus à être dans le déni. Et encore. Ouais. Et qu'est-ce qui est encore beaucoup plus inquiétant chez eux? Mais bon, c'est que parfois, ils vont tellement peu vouloir conscientiser tout ça, que le corps, lui, il imprime tous ces chocs émotionnels qu'il vit et qui ne peut pas, qui ne l'exprime pas. Et ça le poursuit par les mots MAUX qu'il peut vivre dans sa santé, dans la maladie qu'il peut générer, dans les cancers qu'il peut développer. Mais d'ailleurs, c'est un sujet que tu as étudié et j'espère qu'un jour, on va pouvoir, enfin, rapidement, on va pouvoir faire une entrevue sur cette question hautement importante parce que je sais que tu es un spécialiste aussi de cette question et donc, finalement, cette dissociation, le fait d'être dans le déni et de dire, c'est jamais moi qui est responsable, même si à court terme, ça fonctionne comme stratégie. Mais il ne le voit pas, Mali. Hein. Il ne le voit pas. Oui, bien c'est inconscient. Oui, c'est ça. C'est inconscient. Si, tu vois, ce qu'on a, toi et moi, excuse-moi de te couper, hein, Mali, je t'en prie. Ce qu'on a, toi et moi, c'est qu'on est déjà en train de conscientiser quelque chose. Tu vois, chez lui, il n'y a même pas ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est hautement problématique. C'est que c'est quelqu'un qui a tellement appris à se défendre par rapport à l'extérieur que voilà, cette remise en question, elle peut se faire. C'est à partir du moment, comme on le fait ici dans nos vidéos, on décrit, et ça c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, que des personnes nous appellent en disant, écoutez, voilà, je me retrouve complètement dans la description que vous faites du mécanisme de l'évitant, et c'est effectivement quelque chose qui me confronte, tu vois. Mais voilà, je veux dire, c'est des personnes qui, à un moment donné, et c'est pas parce qu'il y a prise de conscience que forcément il va y avoir changement.
Oui, c'est difficile Voilà. pour Donc, je vais pas trop me. Non, mais c'est important ce que tu dis. On va y revenir. Je cite la deuxième étude et ça va ouvrir la porte aux prochaines questions que je vais te poser. C'est une étude de Collins Gillat de 2012. Bon, c'est sur l'attachement, break-up strategies, donc les stratégies de rupture et les éventuelles conséquences, les effets du sentiment de sécurité sur l'autre. En tout cas, c'est une étude qui a été publiée dans un journal, le journal de recherche des personnalités en 2012. Donc, on mettra éventuellement la référence en commentaire. Et c'est intéressant. Les stratégies de rupture plus directes sont associées à des conséquences post-rupture beaucoup moins négatives, tandis que les stratégies de retrait et d'évitement sont liées à plus de détresse et colère chez les personnes quittées. Le style d'attachement évitant est lié à une plus forte probabilité d'utiliser des stratégies de retrait ou évitement, ce qui amplifie la douleur de l'autre et la complexité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, tout à fait. C'est ça. Donc les études, il y en a au moins, en tout cas sur cette question, on en a quand même peut-être une vingtaine, confirme tout cela. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que le deuil de la relation avec les évitants, en général, chez les partenaires, prend quand même relativement beaucoup de temps. C'est-à-dire que les gens ruminent encore pendant très longtemps, viennent consulter, essayent de comprendre comment ça... Ils deviennent presque des spécialistes en style d'attachement, puisqu'ils commencent à tout étudier. Et donc, comment tu expliques cela? C'est-à-dire que cette rupture est très violente, et donc c'est la violence de la rupture qui entraîne cette rumination et cette volonté de vouloir absolument comprendre? Oui, tout à fait. Mais en fait, si tu veux, Mali, c'est violent physiquement. Ah, carrément, oui. Ouais, c'est ça. donc, il faut pouvoir, et on va le répéter plusieurs fois parce que je me rends compte que dans les autres vidéos, on en parle, mais on ne le développe pas forcément. Il faut savoir que le style d'attachement, pour comprendre la violence avec laquelle les choses s'inscrivent chez les êtres humains, c'est que c'est principalement tout ce qui est lié au style d'attachement, c'est vraiment propre au premier moment de la vie d'un enfant, d'un bébé, dans le ventre de la maman, dans les premières années. Donc ça va être beaucoup le cerveau primitif, qui va être le cerveau qui va nous permettre de survivre, de pouvoir, de pouvoir vivre qui va être activé. Okay. Donc quand lui va sentir qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, dans l'environnement, qui lui fait penser qu'il n'est pas voulu ou bien qu'il n'est pas désiré, il va se mettre en mécanisme de défense. Mais c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du corps qui est faite... Qui remonte loin. Qui remonte très loin, qui est très, très primitif. Qui est en train de dire, je vais te sauver, tu es en danger, il y a une sorte de disjoncteur qui va s'activer et je vais mettre en mode retrait. OK? D'accord? Oui, tout à fait. Chez l'évitant, il le fait en s'écartant. Chez l'anxieux, il le fait en voulant essayer de chercher encore davantage plus de preuves que j'ai besoin de connexion et que la personne ne m'a pas exclu. C'est ça. OK? Donc, a fortiori, quand la personne évitante fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle est mise à l'écart, elle va activer cette mémoire du cerveau primitif chez l'autre personne qui se sent réellement en danger. Donc, c'est l'instinct de conservation qui est activé. On peut avoir des personnes qui peuvent être très intellectuellement, avoir un certain niveau intellectuel et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont malmenées dans certaines relations. Parce que justement, elles se disent, mais attends, je vois très bien qu'il y a un truc qui ne va pas, mais c'est plus fort que moi. C'est pas parce que c'est plus fort que toi, c'est parce qu'à un moment donné, ce cerveau primitif est tellement élaboré que si tu ne prends pas conscience que ce n'est pas juste par le biais, mais ça c'est encore un autre sujet, de l'intellect que tu gères ça, mais par autre chose, ça c'est ce qu'on fait en accompagnement. En accompagnement, on travaille beaucoup sur le fait de revenir aux sensations, de revenir aux émotions et de laisser le corps faire ce qu'il a à faire. C'est ça. Parce que c'est une mémoire du corps, c'est pas une mémoire de l'intellect. Et donc, si tu veux, en gros, pour répondre à ta question, effectivement, c'est très, très violent. C'est très, très violent. Donc, c'est vécu violemment à plus forte raison, parce que dans un processus de communication, si toi et moi, on n'est pas d'accord, on est sur une transaction, on veut faire quelque chose, on n'est pas d'accord. Une discussion ou un débat. Une discussion, n'importe, tu vois. Si tu me donnes un feedback et tu me donnes tes arguments, je suis en capacité de les accepter, peut-être pas d'être d'accord avec, mais je comprends ton point de vue. Okay. Et ça peut éventuellement te faire remettre en question si ton argument est valide. Tout à fait. Et
Et puis on peut débattre, engager, évoluer. tout à fait. Et puis il peut y avoir effectivement un retour réflexif de ton côté en disant ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça, et idem chez moi. Ici en l'occurrence, et ça c'est hyper important, cette notion de feedback. Il n'y a pas de feedback. Le feedback, ça va être le silence. Et rappelle-toi, dans une discussion qu'on a eue précédemment, une attention négative vaut mieux qu'une absence d'attention. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est violent, une absence d'attention. C'est-à-dire que la personne a l'impression de ne plus exister. Imagine-toi que cette personne s'investit, mais surtout, alors là, il faut vraiment le comprendre avec toute l'intensité que cela recouvre. Quand une personne avec un style d'attachement anxieux, dont le mécanisme de défense, ça va être « je dois tout faire pour pouvoir être accepté par l'autre, pour pouvoir me sentir valorisé ». C'est ça. Il fait ses efforts, il va se suradapter, il va faire ce qu'il y a à faire, il va vraiment faire ce qu'il y a à faire, et puis d'un coup, paf, mise à l'écart. Oui. Mise à l'écart, sans explication. Pire encore, c'est que la mise à l'écart, il va la vivre en ayant dans un coin de sa tête que c'est à cause de lui que c'est comme ça. Oui, pourquoi? Parce que l'évitant, n'ayant pas cette faculté à se remettre lui-même en question, parce que dans ce qu'il vit, il vit une sensation de malaise, il va chercher dans l'autre à se dire, tiens, c'est à cause de toi que je vis ce que je vis. Oui, c'est ça. Et donc, il va intellectualiser et il va trouver les éléments dans la réalité. Mais si je suis mal aujourd'hui, c'est parce que tu as fait ça, tu as fait ci. Et il va sélectionner ce qui l'intéresse. Oui, il va construire un récit donc, qui va justifier. Quand tu arrives à cette étape, Mali, et que tu es mis à l'écart après autant d'efforts, après avoir été dans l'espoir d'un projet. Projet qui a été adopté par l'évitant au début. Oui, bien sûr. Tout à fait, le dessin projectif. Après que tu aies été, tu avais donné l'exemple du casino gagné, tac, tu redescends. Oui. Tu redescends. Et puis là, on est dans une autre phase. On est dans une phase où on te met à l'écart. Ouais. On active ton système si tu es quelqu'un qui est insécure, soit désorganisé, soit anxieux, avec un style d'attachement anxieux. On active ton système. On va activer ton système et tout ça fait qu'à un moment donné, ton système nerveux est saturé en fait. Tu es au bord du burn-out, tu es au bord de l'épuisement, tu es au bord de tout. Et c'est pour ça que ces personnes, quand ils sortent d'une relation comme celle-là, c'est une relation qui est éminemment énergivore. Mais l'évitant dit la même chose aussi. Hein. L'évitant ne dit rien, Mali. L'évitant ne dit rien. Non, il dit rien, mais l'évitant, quand il sort, il fait silence radio. Oui, il fait silence radio. Il va aussi dire que c'était énergivore pour lui. C'est pour ça qu'il a quitté. Oui, dans ce sens-là, tu as tout à fait raison. Mais je pensais que tu me disais qu'il parlait. Non, il parle pas. S'il parlait, ce serait bien. Oui, bien sûr. Oui. S'il parlait, ce serait magnifique. Parce que c'est ce que je te dis. Si on n'est pas d'accord, toi et moi, rien n'empêche qu'on discute. Et si tu veux rester sur ton point de vue et moi sur le mien, on est libre. Mais ici, en l'occurrence, chez l'évitant, il fait effectivement ce que tu dis, il régule, mais régule comment, lui? On est toujours dans le système primitif. Je me sens en danger, le disjoncteur, paf, tac, et qu'est-ce que je fais? Je mets sur le côté. Ouais. Je mets sur le côté. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une confusion dans sa tête en pensant que si je me mets de côté et je suis beaucoup plus apaisé, j'ai réglé le problème. Oui, en fait, oui, après, sauf que l'émotion, en fait, si tu veux, pour donner une métaphore chez l'évitant, et ça, c'est une belle métaphore, c'est, en fait, ils ont le cerveau primitif, si tu veux, c'est le détecteur d'incendie. OK. Et si tu veux, le cerveau limbique, l'émotion, c'est l'incendie. Et donc, si tu veux, lui, quand il y a son détecteur qui est enclenché, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'écart. Quand il était petit, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il l'avait perçu. Mais le problème, c'est que parfois maintenant, le détecteur s'enclenche sans qu'il y ait réellement d'incendie. Il s'enclenche seulement. Et le type, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit comme s'il y avait un incendie. Et donc, si tu veux, l'émotion, comme il n'arrive pas à la gérer, parce que lui, c'est ça le problème si tu veux, c'est ça le challenge chez l'évitant, c'est que l'évitant, quand son système nerveux le pousse dans ses retranchements, il vit les choses dans le corps. C'est son cerveau primitif, mais très fort. Mais à la différence de l'anxieux qui arrive à mettre
des mots sur ses émotions, lui, il a beaucoup de mal. Mhm. Il a beaucoup de mal. Il sent juste qu'il n'est pas bien. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de travailler l'expression des émotions, il va aller chercher dans son cerveau, il va rationaliser. Il va trouver les excuses. Ouais, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Alors que, et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis aux évitants qui nous écoutent. Écoutez votre corps. Si vous n'arrivez pas à nommer vos émotions parce que c'est une gymnastique de nommer ses émotions, c'est une intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ben, prenez-le en sens inverse, c'est-à-dire quand mon corps, je suis dans un malaise, quelle émotion je pourrais mettre derrière? C'est des exercices que je fais avec les personnes que je coach. C'est ça. Prends-le en sens inverse. D'accord, tu n'arrives pas à nommer les émotions, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je me suis... Non, mais tu as été très très clair et très intéressant. Et maintenant, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que tu penses qu'un deuil est possible s'il n'y a pas eu cette discussion de la fin de la relation? C'est-à-dire que selon toi, est-ce qu'une personne qui n'est pas évitante, comment est-ce qu'elle fait un deuil quand il n'y a pas de discussion de fin? C'est-à-dire que est-ce que c'est possible? Alors, je sais que probablement tu vas me répondre qu'elle doit se recentrer sur elle-même. Oui, mais j'étais certain que tu allais répondre cela. Mais vas-y. Donc, en fait, Mali, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu le dis toi-même. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la relation, si tu veux, c'est le problème des anxieux aussi, hein. C'est pas juste le problème des anxieux, hein. Soyons clairs. Oui, c'est ça. Toute personne qui est dans un cas de figure comme celui-ci le vit de manière très inconfortable. Oui, bien sûr. L'anxieux va le vivre encore beaucoup plus de manière inconfortable parce qu'il a activé son système d'attachement à lui. C'est son système qui le insécurise, c'est que s'il se met à l'écart, il se sent en danger de mort. C'est ça. En gros, instinct de conservation. Donc chez lui, c'est amplifié, c'est juste amplifié. Maintenant, Mali, le fait est que, et ça je l'ai dit dans une précédente vidéo, la personne coupe court. Ce que tu le vis de manière douloureuse. Et je pense que c'est important de ne pas se rajouter plus de culpabilité, d'essayer de comprendre que ces mécanismes où on se retrouve mis à l'écart ne sont pas forcément orientés contre la personne, parce que quand l'évitant fait ce qu'il fait, c'est d'abord un conflit qu'il a avec lui-même qu'il n'arrive pas à gérer. Okay, il a un trop-plein émotionnel qu'il n'arrive pas à gérer, et donc qu'est-ce qu'il fait? Paf, il trouve que la réponse c'est de pouvoir se mettre à l'écart et de pouvoir réguler ça comme ça. Ok? Mais c'est pas forcément contre la personne. Parce que si c'était contre la personne... Oui, c'est pas personnel. Si c'était contre la personne, on le sait très bien que la plupart des évitants, quand ils ont cette période de régulation qui est faite, généralement, ils ont envie de retourner vers la personne pour voir comment ça va, pour essayer de rétablir la connexion. C'est pas parce qu'ils rétablissent la connexion que forcément ils ont fait un travail sur eux. Hein. Donc, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de dire aux partenaires qui se retrouvent dans ce cas de figure, parce que c'est un cas de figure qui revient souvent, c'est qu'il laisse une porte ouverte. Hein. Il laisse une porte ouverte. En tout cas, certains évitants le font comme ça, pour revenir par la suite. Et puis, aux partenaires de pouvoir mettre les balises, cette fois-ci, pour pouvoir se dire, tiens, est-ce que la personne a fait le travail sur elle-même, elle a compris, ou bien c'est juste, elle veut s'auto-rassurer que l'autre personne est toujours là. Ouais, toujours là, et qu'il y a un peu de culpabilité, il peut y avoir un peu de culpabilité. Mais donc, pour répondre à ta question de manière précise, j'ai pas d'autre réponse à te donner que celle-là, parce que je trouve que c'est la réponse la plus adaptée qui puisse être entendue. C'est-à-dire que, malheureusement, ma zone d'influence, à moi, c'est ce que je gère et qui est ma personne. C'est ça. Ma zone de préoccupation, c'est qu'est-ce que l'autre pense, pourquoi il fait ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il fait ce qu'il fait. OK. Mais je peux être autant préoccupé que je veux, j'ai pas d'influence sur lui. C'est ça. Bien sûr. Et tant qu'on revient pas sur la chose, parce que ça, c'est éminemment énergivore. Il y a beaucoup de personnes qui essayent justement d'essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme il réagit, et c'est légitime, mais malgré tous les efforts que tu peux entreprendre dans ce sens, tu n'as pas de garantie que la personne comprenne ce que tu as envie qu'il comprenne, qu'il change comme dans la direction que tu souhaiterais, tu vois, que tu souhaiterais être la plus propice au niveau du changement. Donc, à un moment donné, quand il y a ça, surtout quand il y a un silence radio, c'est-à-dire que tu n'as plus d'informations par rapport à la personne, il a coupé court. Pour moi, et je reste convaincu que ça reste ma position, ça restera toujours ma position, et c'est la position que je défends, c'est une invitation à travailler sur soi.
Parce qu'en fait, la blessure, c'est la porte du changement. C'est souvent à travers ce que je vis d'inconfortable, où j'arrive même plus à pouvoir, cette partie rationnelle, à pouvoir gérer justement mon comportement, qu'il y a une invitation à travailler sur moi. Oui, c'est tout, Voilà. tout autant vrai en psychologie qu'en spiritualité. Voilà, maintenant, Rumi avait une phrase célèbre, par la blessure entre la lumière. tout à fait, vraiment, par la blessure entre la lumière. Et c'est une belle parole. Oui, oui. C'est une très très belle parole. Maintenant, est-ce que les personnes sont en capacité de l'entendre juste après une rupture? Clairement non. C'est compliqué. Ça reste quelque chose, comme je t'ai dit, qui est proche de la violence physique. Donc, c'est des réelles séquelles. Donc, il y a vraiment un travail. Et moi, ce que je peux inviter les personnes à faire quand elles vivent, c'est pas rester seul. C'est pas rester seul dans son coin. C'est de pouvoir en parler à des personnes qui leur sont bienveillantes, qui peuvent les accompagner de manière, voilà. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des périodes qui sont très, très difficiles où la confiance, l'estime que la personne a d'elle-même est très, très entamée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, selon toi, les personnes qui sont quittées, qui viennent souvent en coaching chez toi et qui mettent qui écrivent beaucoup de commentaires, qu'est-ce qui fait qu'elles ruminent autant et qu'est-ce qu'elles cherchent à comprendre par cette rumination? Est-ce qu'elles cherchent à comprendre théoriquement comment fonctionne un évitant? Est-ce qu'ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre quoi par tous ces efforts qu'ils mettent à vouloir. Tu sais, on les voit d'ailleurs souvent venir. Donne-nous des techniques pour faire fonctionner la relation. Quelles sont les techniques pour que je puisse faire revenir l'évitant? D'ailleurs, il y a tout un marketing autour de ça. Hein, tu le vois toi-même. Un marketing qui est même un peu malhonnête, je dirais, parce que il n'y a pas de baguette magique pour cela. Tu n'as aucune influence sur quelqu'un. Tu n'as aucune influence sur sa remise en question et tu n'as aucune influence sur le niveau de conscience de quelqu'un d'autre et éventuellement la manière dont il peut penser aux choses. Mais comment est-ce que toi tu comprends ça? C'est-à-dire que qu'est-ce que les partenaires cherchent à comprendre par cette rumination excessive qu'ils peuvent avoir? Écoute, pour répondre clairement, c'est d'abord, c'est des besoins, Donc c'est un besoin. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de rentrer en relation, on a besoin de beaucoup de choses. Chaque personne a des besoins qui sont spécifiques. Et donc, quand tu as une personne qui, à un moment donné, pensait que la réponse à son besoin se trouvait chez l'autre, ben, quand l'autre n'est pas là, comment je fais pour répondre à mon besoin? C'est ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on est en position d'alerte. Donc, on a besoin de comprendre pour pas répéter la chose. C'est ça. Tu vois, déjà, il y a ça. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a un projet avec la personne. Donc, c'est pas juste une relation, c'est des projets. Surtout avec le dessin projectif. Donc, c'est-à-dire que la personne, dans sa tête, elle se voit vivre avec la personne, elle se voit avoir ce qui lui a vendu, en gros, hein, c'est ce qu'il lui a vendu. Oui. Donc, à un moment donné... Inconsciemment. Oui, bien sûr, inconsciemment. Oui, mais inconsciemment dans le sens... Inconsciemment, mais les dégâts sont là. Non, j'ai bien compris que les dégâts sont là, mais en tout cas, c'était pas programmé. C'est-à-dire que... En tout cas, chez les vitans, je reste persuadé, ça c'est mon point de vue, et je pense que les études en tout cas, j'en ai pas lu une qui disait que forcément chez eux, c'était quelque chose de volontaire. Parfois, tu peux avoir des personnes, justement, dans certains commentaires qui décrivent des attitudes qui ne sont pas forcément à emprunt. C'est comme celle qui caractérise, en fait. Celle qui caractérise les évitants. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, des gens qui peuvent avoir plutôt une base de pervers, ou voire même pervers narcissique, et qui, les gens vont se dire, tiens, c'est un évitant. Donc, c'est pour ça que c'est important de capter que chez l'évitant, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du kinesthésique chez eux, de ce qu'ils vivent dans cette relation qui est très inconfortable, qui fait qu'il met à distance. Lui, par exemple, ne va pas faire pour du semblant si ça ne va pas. Ah oui. Donc, pour revenir à ta question, pour ne pas m'éloigner, c'est tout ça, Mali, en fait. Hein. T'imagines que... Donc, il essaye finalement de faire le deuil par le fait de comprendre, en fait, si tu veux. Bien sûr, parce qu'en fait, lui, dans sa tête, surtout s'il est en mode fusion, et souvent, les personnes avec un style d'attachement anxieux ont cet automatisme de se dire, je vais me fusionner à l'autre, tu vois, parce qu'il fait partie de mon projet. C'est une partie de leur identité qui leur est imputée, en fait. C'est ça. Donc c'est très, très violent, vraiment, c'est violent. Oui, je sais que ça, toi, tu vois ça beaucoup en thérapie. Tout à fait. C'est pour ça que le processus de reconnexion à soi, le processus
de prendre du recul, de passer de ça à ça. C'est hyper essentiel pour ces personnes qui vivent ce qu'ils vivent. Mais souvent, on peut pas le faire seul, on peut pas le faire. C'est pour ça qu'au mieux, c'est de pouvoir être entouré par des personnes qui peuvent t'accompagner face à ça, et puis surtout de retenir les leçons de ce qu'il y a comme enseignement derrière et qu'est-ce que je ferai différemment la fois prochaine. Tu vois? Oui, une petite parenthèse quand même, juste parce qu'on a quand même vu pas mal de commentaires sur le sujet, sur justement le fait que pas mal de gens confondent les évitants avec les pervers narcissiques. Je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Le pervers narcissique, si tu veux, il a une intention et il va adopter toute une série de stratégies qui vont se mettre au service de son intention. Donc son intention, c'est de prendre le contrôle de la relation, de détruire finalement l'autre dans une certaine mesure. Et il y a un alignement, si tu veux, entre son projet qui est malin et les éventuelles stratégies qu'il va mettre en place pour pouvoir accomplir ce dont il veut, en tout cas le dessein qu'il cherche. Et sa capacité de changer de stratégie en gardant en tête son objectif est très intéressant. L'évitant n'a pas cela. C'est-à-dire qu'un évitant, carrément, peut saboter sa propre relation, même quand c'est pas dans son intérêt. Tout à fait. Et donc, on n'a pas du tout ça chez le pervers narcissique. Le pervers narcissique, même si c'est pas dans son intérêt, il peut changer de stratégie pour continuer dans son objectif. Clairement. Et c'est très important de comprendre cela parce que j'ai quand même vu pas mal de commentaires, même dans sur d'autres chaînes en anglais, où il y avait quand même une confusion entre le pervers narcissique et l'évitant, même si les effets secondaires, malheureusement, peuvent être relativement similaires sur les partenaires. En tout cas, les intentions, même si ça n'excuse en rien, si tu veux, les conséquences, les intentions sont quand même très différentes. Et c'est important, je pense, de le rappeler, parce qu'on faisait cette petite parenthèse ici, comme tu en as parlé, et je voulais pas qu'on pense qu'en fait, nous, on mélange pas du tout les deux.